Bienvenue dans La Truffe dans la gamelle, premier podcast de nutrition vétérinaire. Je suis Charlotte Deveau, vétérinaire nutritionniste, et je vous propose de mettre ensemble la truffe dans la gamelle. Dans ce troisième épisode sur l'alimentation des chats stérilisés, réalisé en partenariat avec la gamme Virbac Veterinary HPM, notre invitée est la docteure Amélie Failleul. C'est une vétérinaire qui a la particularité de ne soigner que des chats dans sa clinique de Lyon bien nommée Entre Chats. Bonjour Amélie. Bonjour Charlotte. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as créé une clinique exclusivement féline ? Alors, en fait, c'est venu du fait que le chat, c'est un animal qui est pas toujours facile à soigner, qui est assez stressé, qu'on a du mal à déplacer de son territoire, de son environnement, parce que tout de suite, ça le panique un petit peu. Donc, beaucoup de propriétaires ne sont pas forcément motivés pour les emmener chez les vétérinaires. Donc, nous, on a voulu développer une clinique féline, notamment surtout dans l'environnement, dans l'ambiance des salles, de l'hospitalisation, pour que le chat se sente mieux. On utilise des phéromones, on a des petites pièces avec des cachettes, enfin pas trop de cachettes justement, mais plutôt des choses en hauteur où ils peuvent se percher. Voilà, donc ça permet de plus facilement les médicaliser et surtout de faire de la prévention, donc avec la vaccination. Et puis parce qu'on aime bien aussi toutes les deux avec mon associé la médecine féline. On trouve que c'est des challenges parce qu'en fait le chat, un peu comme le chien, mais plus le chat cache un peu ses symptômes, donc c'est vrai que c'est pas forcément évident de trouver tout de suite ce qu'ils ont. On doit faire des examens complémentaires, donc ça c'est assez enrichissant pour nous. Puis c'est vrai que le fait d'avoir fait une clinique que chat, je pense que les gens sont aussi plus motivés. Alors en tout cas, on a une certaine partie des propriétaires qui sont bien motivés pour faire tous ces examens et aller un peu au bout des choses, donc ça c'est intéressant pour nous en tant que vétérinaires. D'accord. Bon, en vrai, c'était juste pour que t'aies plus jamais de chiens qui te bavent partout. Un peu, ou qui me marchent sur les pieds quand je suis en tongs l'été, ou qui font pipi sur l'accueil. On a quand même eu un chien, je crois, le deuxième jour de notre ouverture, un monsieur qui rentrait avec son chien, je sais plus pourquoi, et le chien a quand même fait pipi sur le tapis, donc on s'est dit que c'était le baptême de l'ouverture de la clinique. C'était le seul pipi qu'on a eu, mais non, il y a quand même moins de nuisances, surtout au niveau du bruit, en hospitalisation. On a des chats très bavards des fois, mais non, ça, dans l'ensemble, c'est vrai que je pense que c'est quand même plus calme l'ambiance au quotidien avec les chats. Alors, est-ce que toi, tu pratiques la stérilisation juvénile ? On en a parlé dans le dernier épisode avec Anne-Claire Gagnon. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu pratiques au quotidien ? Alors, pour l'instant, on l'a pas encore vraiment mis en place. C'est vrai qu'on est un peu encore dans les réflexes de dire stérilisation à 6 mois. C'est vrai que ma collègue essaye de plus en plus le faire en essayant de grouper justement le rappel de vaccin et la stérilisation. C'est vrai que moi pour l'instant c'est pas encore trop dans mes réflexes, donc on le fait pas beaucoup. Non, effectivement on le fait pas. On le fait pour certaines associations qui veulent placer les chats très jeunes et du coup stériliser. Mais c'est tout, pour l'instant on s'était limité à ça. Mais pourquoi pas le faire, hein. Effectivement je pense que ça peut être... Mais c'est pas encore trop rentré ni dans mes mœurs à moi ni dans ceux des clients. En fait faut qu'on change nos discours. Donc pour l'instant pas trop. Et par exemple, pour ceux que tu fais donc pour l'association, ils sont stérilisés donc avant 4 mois. Qu'est-ce que tu leur recommandes comme alimentation ? Alors déjà, avant, pour tous les chatons pas stérilisés, et puis après, quand ils sont stérilisés tôt, qu'est-ce que tu vas leur recommander ? Alors, nous, ce qu'on dit à la clinique, c'est on conseille encore de garder l'alimentation junior jusqu'à au moins soit un certain âge, soit un certain poids, en fonction de la taille du chat au moment de la stérilisation. Généralement, jusqu'à 3 kg, 3 kg et demi, on leur dit de donner du junior. Ou alors jusqu'à 8 mois, 1 an, ça dépend un peu des chats, ça dépend à quel poids ils sont au moment de la stérilisation. Souvent, on conseille de mesurer, parce qu'en fait, on a énormément de chats d'appartement. Alors, je sais qu'il y a un peu 2 écoles là-dessus. Il y en a qui conseillent de laisser à volonté, mais je trouve que le chat, il a quand même du mal à se rationner. Donc, on conseille quand même de mesurer une certaine quantité de croquettes par jour, de toujours associer de l'aliment humide pour tous ces bienfaits. Donc notamment le fait que ça apporte de l'eau pour hydrater le chat, prévenir les problèmes urinaires, prévenir les problèmes rénaux. Le fait que ça fasse du volume dans la ration et que ça le cale plus, parce que si on lui donne que des croquettes, ça fait vraiment des petites quantités et souvent il a faim, il réclame, donc on a tendance à lui rajouter des croquettes pour qu'il se calme.
Voilà, plus le fait que voilà, le chat adore très souvent le chat aime bien la pâtée, donc c'est un petit plaisir pour lui. Donc on fait une ration, donc telle quantité de croquettes, un sachet de pâté dans l'idéal par jour. Et à côté de ça, on conseille des choses comme mettre des gamelles anti-glouton pour justement que les croquettes elles soient mangées plus lentement et que ça permette de durer sur 24 heures. Après, des fois, bon, c'est pas toujours très bien respecté, on va dire dans la majorité des cas, ils le font pas vraiment, je pense, les gens. Donc on fait toujours les visites à 1 an pour les vaccins, où on essaye de les faire revenir à 1 an même s'ils sont pas vaccinés pour vérifier le poids. Et après 1 an, on change l'alimentation pour du chat stérilisé, aliment chat stérilisé, moins calorique. D'accord. Donc pourquoi tu penses que les propriétaires appliquent pas les recommandations qu'on va leur donner? C'est intéressant, je pense que ça c'est un vrai problème qu'on a entre ce qu'on dit et ce qui est fait. Je pense qu'ils le font peut-être au début en fait, mais clairement il y en a plein qui me disent ah bah si je mesure, mais je lui dis mais vous donnez quelle quantité? Ah bah c'est une poignée. Oui, donc vous savez pas vraiment combien vous donnez en fait. C'est un peu à la louche. Au bout d'un moment ils le font plus et c'est parce que peut-être que ça leur prend trop de temps ou je sais pas. Ils oublient et puis après dans le quotidien ils arrivent puis ils remplissent la gamelle et puis voilà. Après, je suis pas contre laisser à volonté, hein. Souvent, quand les gens veulent faire ça, je leur dis bon, bah, ok, très bien, vous faites ça, mais je leur envoie un mail au bout de 2 mois pour qu'ils repèsent leur chat. Et là, si clairement il a trop grossi, on leur redit de peser. Mais voilà, si. Bon, après, c'est sûr que dans l'idéal, ça serait de laisser à disposition du chat, mais c'est pas toujours facile. Et puis, c'est souvent qu'ils grossissent quand même, je trouve. On fait plus de retrait de points parce que nous, on fait des points sous la peau. Mais c'est vrai qu'avant, des fois, je me remarquais, au bout de 15 jours, ils avaient déjà pris des fois 200 grammes ou 300 grammes. Je leur disais, oulala, attention. Mais là, c'est vrai qu'on le fait plus trop, donc c'est pour ça que j'envoie le mail maintenant. Oui, moi je remarque aussi qu'au retrait des points, qui est quand même qu'à 12 jours, ils ont déjà pris vachement de poids. Et ça, c'est notamment un des arguments en faveur de la stérilisation juvénile, c'est de se dire que normalement, si on les stérilise plus jeunes, ils ne devraient pas avoir ce côté surconsommation après la stérilisation et donc prendre du poids si vite dès qu'on les a stérilisés. La vétérinaire félin de Nancy qui le fait beaucoup, et c'est vrai qu'elle a remarqué ça aussi, qu'ils évitaient ça évitait la prise de poids, ouais. Il faudrait qu'on le fasse plus, qu'on le mette plus en place, ouais. Et donc, quand les gens arrivent avec un tout petit chat, un chaton de 2 mois, au niveau nutrition, tu leur conseilles quoi? Alors, bah, déjà, je leur demande toujours ce qu'ils mangent, la marque, et s'ils donnent de la pâtée. Et donc, je leur conseille, alors là, je leur laisse les croquettes à volonté. Je leur dis jusqu'à la stérilisation, vous ne pesez pas, vous le laissez gérer, parce que avec la croissance, ça peut avoir il y a des variations en fonction des moments de la croissance. Toujours donc associé de la pâtée. Alors, je leur conseille un demi-sachet au minimum pour un chaton et un sachet entier pour quand ils sont adultes. Voilà, je leur explique pourquoi, les bienfaits de la pâtée toujours à chaque fois. Je leur parle pas spécialement tout de suite de la gamelle anti-glouton parce que déjà il y a beaucoup d'infos aux premières visites chaton et puis voilà, souvent comme ça à volonté le chaton là il arrive bien à se réguler quand même. Et puis je vérifie la marque de croquettes aussi qu'ils donnent pour voir si c'est assez protéiné, s'il y a pas trop pas trop de minéraux et voilà, c'est pas toujours évident parce que des fois ils ont des idées un peu arrêtées sur certaines choses donc on en parle beaucoup. Et j'espère que ça rentre un peu dans leurs esprits, mais c'est pas toujours le cas, parce que je me rends compte qu'un an après, quand je leur repose la question, ils ont pas forcément changé de marque de croquettes, mais souvent quand même ils donnent de l'humide. Donc ça, c'est bien déjà. D'accord, donc l'humide, c'est quelque chose qui est facilement acceptable pour les propriétaires. Alors ça, je peux dire que 99% des propriétaires pensent que les pâtés ou l'humide, en général, fait plus grossir que les croquettes. Donc je le répète toute la journée, ça que c'est une fausse idée et que c'est pas le cas. Donc du coup, après, ils sont plus enclins à en donner, je pense. Donc toi, tu dis que tu as beaucoup de chats d'appartement. Oui. Enfin, d'intérieur. Quels vont être tes conseils? Parce que pour moi, le gros problème des chats d'intérieur, ça va être la prise de poids. Quels vont être tes conseils aux propriétaires pour éviter la prise de poids sur les chats d'appartement? Et donc déjà de rationner les croquettes, si possible, l'utilisation de gamelles ludiques pour que la ration dure plus longtemps. Donner une partie en humide pour que ça augmente le volume de la ration et que ils se sentent un peu rassasiés. Parce que c'est vrai que si on donne que des croquettes rationnées, ça fait pas des gros volumes pour rassasier un chat. On leur conseille aussi de bien jouer avec le chat, d'essayer de prendre du temps un peu tous les jours pour le faire bouger, pour un peu qu'il dorme pas toute la journée et puis qu'il soit un peu actif et un peu le muscler, un petit peu, hein, parce que c'est quand même pas, c'est pas des chats très musclés les chats d'appartement.
Nous, on connaît une personne qui fait de l'agility pour chat. Donc ça, c'est vrai que c'est pratique. Je n'en parle pas forcément tout de suite quand le chat a pas de problème de surpoids, mais quand je prescris des régimes, par exemple, ça, je le conseille toujours. Elle vient à domicile et elle fait des petites séances d'agility. Donc on peut faire le nombre de séances qu'on veut et comme ça nous donne des idées sur comment faire bouger le chat et comment éviter qu'il prenne du poids. Bien enrichir le milieu pour que voilà, il s'ennuie pas trop, enfin qu'il puisse grimper, des jeux, voilà, des choses en 3 dimensions là, sécuriser la bord des fenêtres pour qu'il puisse se mettre sur les bords des fenêtres. Que conseilles-tu lorsque l'animal devient senior ? Je conseille à partir de 10 ans de changer l'alimentation pour justement les gammes seniors, donc surtout pour qu'il y ait moins de phosphore dans l'alimentation, pour prévenir les problèmes rénaux. Et souvent il y a des oméga 3, enfin voilà, des choses comme ça pour les articulations. Toujours essayer de donner de la pâtée si le chat n'en mangeait pas. Et d'essayer de varier un peu les textures si le chat n'aime pas trop. Donner des mousses, des morceaux, enfin des terrines, voir un petit peu, changer les goûts, voir ce qu'il aime bien. Voilà, et puis on essaye de faire une visite au moins tous les ans, au minimum, jusqu'à 12-13 ans, puis après on essaye de rapprocher les visites si les gens sont d'accord. On propose des bilans seniors, c'est-à-dire des prises de sang. Déjà, on fait l'examen du chat. Et s'il y a quelque chose d'anormal, là, on propose tout de suite une analyse de sang ou choses comme ça. Et sinon, si le chat va bien, on parle des bilans seniors, donc notamment pour vérifier les maladies fréquentes du chat âgé, donc l'insuffisance rénale, le problème d'hyperthyroïdie. Et puis je leur parle des signes aussi à surveiller aussi, ouais, ça, quand ils font pas les analyses tout de suite, je leur dis voilà, vous pesez votre chat parce que ça je leur dis souvent. Vous essayez de peser votre chat régulièrement parce que une perte de poids sur un chat qui vieillit, c'est pas normal. Et même si il perd 400 grammes par exemple, ça leur semble pas forcément énorme, mais je leur dis si votre chat fait 4 kilos, 400 grammes, c'est comme si vous perdiez 6 kilos, 6-7 kilos, donc c'est beaucoup. Donc ils me disent oui, c'est vrai qu'on n'avait pas pensé, donc ça c'est vrai que je leur dis souvent. Je leur dis aussi signe à surveiller les vomissements, si le chat se met à boire plus qu'avant, voilà, s'il miaule un peu trop. Je pense que la perte de poids, c'est quelque chose de très important. Dans les dernières études, ils disaient qu'en fait, les premiers signes de la maladie rénale chez le chat, c'était une perte de poids. Et que, alors souvent, c'est compliqué pour les propriétaires à comprendre parce que souvent, toute la vie du chat, on leur a dit qu'il était trop gros, qu'il fallait le faire maigrir. Et quand enfin, il maigrit par lui-même, là, on leur dit « Ouh là là, mais ça va pas du tout, il maigrit. » C'est vrai. Mais donc moi je leur dis oui, mais si c'est pas vous qui avez cherché à le faire maigrir, c'est quelque chose dans le chat qui le fait maigrir et on veut savoir quoi, parce que c'est jamais une bonne chose. Mais ça, je pense qu'en effet, les chats seniors, un des premiers suivis, ce serait un suivi du poids. Il faudrait que j'envoie aussi des mails pour qu'ils repèsent les chats tous les 4 mois par exemple, ou au moins 2 fois par an, qu'on se rende compte. Mais c'est clair que souvent, des fois, on voit des chats qui sont très très maigres et les gens nous disent « Ah mais si, il a maigri en quelques jours. » Je pense qu'il a maigri progressivement, puis là, peut-être qu'effectivement, depuis 15 jours, il va pas trop et il a encore plus maigri, mais c'est pas... Ouais. Vraiment, il le voit pas... je peux comprendre, parce que quand on voit son chat tous les jours, on se rend pas trop compte qu'il perd du poids. Surtout des chats à poils longs. Quand le chat est malade rénal, souvent il est très difficile. Les gens ont beaucoup de mal à les faire manger. Alors est-ce que tu as des secrets de vétérinaire féline pour faire manger les chats difficiles ? Alors nous déjà, la gamme rénale, c'est la gamme où on a le plus de marques. On a 3 marques, donc on a beaucoup de choix. Donc on dit aux gens de varier, prendre des petits paquets et puis de varier régulièrement les marques s'ils voient que le chat se lasse. Pareil au niveau des sachets fraîcheurs là ou des petites boîtes de pâté, on a plein de goûts différents. Je leur propose aussi éventuellement de donner du senior quand la maladie rénale est pas trop avancée, pareil pour pouvoir varier, et puis c'est peut-être un peu plus appétant. Sinon, on leur propose les rations ménagères. J'essaye d'en calculer un petit peu à la clinique. Ça, c'est pas toujours accepté facilement. Enfin, les gens trouvent que c'est quand même un peu contraignant, même si je leur explique que c'est pas forcément contraignant s'ils congèlent les portions et tout ça. Mais bon, voilà, c'est sûr que c'est pas forcément encore dans les esprits. Il y a des gens qui sont très très motivés, donc ils vont le faire, mais c'est pas très souvent. Donc, comment tu fais, toi, au quotidien pour lutter contre les idées reçues que les propriétaires peuvent avoir sur l'alimentation ? Alors déjà, il faut savoir quelles sont les idées reçues, qu'est-ce que les propriétaires pensent. Donc souvent, il faut vraiment poser à chaque fois la question sur ce qu'ils mangent,
pourquoi, quand ils me disent des marques sans céréales, je leur dis pourquoi, par exemple, vous donnez ça. Donc très souvent, je me rends compte qu'ils savent pas. Donc voilà, donc je leur explique pourquoi c'est bien ou pas forcément bien, enfin pas mieux que le reste en tout cas. Après, on fait des petites fiches justement qu'on donne aux gens, ou des fois on a des personnes qui nous envoient des mails aussi. Ils disent voilà, j'ai trouvé ça comme croquette, est-ce que vous pouvez me dire si c'est bien? Donc voilà, on leur envoie la petite fiche. On fait pas forcément une étude de croquette comme ça sans voir l'animal. On leur dit de faire on essaye de faire des petites consultations de nutrition quand même. Ça, les assistantes arrivent bien à conseiller ça. Voilà, mais il faut vraiment poser la question pour savoir, parce qu'en fait, si on ne pose pas la question, on va passer à côté et les gens vont continuer d'avoir leurs mauvaises habitudes. Et quels sont les retours des clients? Ils apprécient ce type d'initiative? Je pense qu'ils aiment bien. Après, en fait, ils savent pas que ça existe. Enfin, c'est pareil, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas qu'on fait des consultations de nutrition. C'est vraiment, en fait, la discussion qui ouvre le dialogue et qui permet d'en discuter comme il faut. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre un peu de temps à chaque consultation pour parler nutrition. Pour les chats qui sont déjà en surpoids, qu'est-ce que tu peux proposer à leurs propriétaires pour les faire maigrir? Alors, donc là, on a plusieurs possibilités. Alors déjà, très très souvent, je vérifie ce qu'ils mangent, mais très souvent, ça va pas du tout. C'est des aliments qui sont pas adaptés pour le régime, donc souvent il y a pas assez de protéines ou trop de matières grasses. Donc, on change les croquettes, enfin les aliments en général, la marque. Je pèse toujours la quantité qu'il faut en fonction du besoin qu'ils ont, en fonction de leur poids idéal. Je rajoute beaucoup de pâté, si possible. J'essaye de faire la majorité. En fait, je leur dis que plus le chat va manger de l'humide, plus il va maigrir vite. Et s'ils veulent pas du tout donner de pâté, je leur dis bon courage, ça va être très long, ou ça va pas du tout marcher même. Voilà. Et pour s'ils veulent pas du tout de pâté ou qu'ils en veulent un petit peu, je leur conseille toujours de rajouter des légumes. Alors, je privilégie les courgettes, mais je suis pas contre d'autres légumes. Je leur dis d'essayer de faire goûter parce que le chat aime bien. J'avais lu que pour les haricots verts, par contre, fallait pas donner trop souvent parce que ça pouvait favoriser certains cristaux urinaires. Ça contient de l'oxalate. Ouais. Voilà. Donc une fois par semaine, mais pas plus. Mais sinon, les courgettes, c'est très bien. Alors ils me disent oui, mais comment faut faire? Donc pareil, on a fait une petite fiche sur les courgettes que j'imprime très très souvent. On leur conseille soit de faire en petits carrés, à peu près la taille d'une croquette. On peut essayer de leur donner cru si le chat préfère que ça croque. On peut le faire cuire un petit peu pour que ça soit plus mou. Il y a des chats qui vont le manger dans la gamelle comme ça, sans souci. Il y en a qui vont pas trop l'aimer, donc moi je leur dis de le mélanger à la pâtée avec la sauce, comme ça fait plus de volume humide et ça passe mieux. Et surtout, je leur dis de pas essayer qu'une fois. En fait, je leur dis d'essayer au moins sur 15 jours, parce que le chat il se méfie quand même. Puis la courgette, ça sent pas grand chose. C'est un peu d'une couleur verdâtre, je pense que c'est pas ce qu'ils mangent en première intention, donc je leur dis d'essayer sur 15 jours, tous les jours pendant 15 jours, si vraiment au bout de 15 jours il en a jamais voulu, peut-être laisser tomber, mais voilà. Et donc c'est vrai que ça va permettre de vraiment faire du volume dans son estomac et de le caler, parce que le chat un peu en surpoids, il a vraiment besoin de manger un gros volume pour se sentir rassasié. On conseille ça, plus après tous les conseils de gamelles ludiques, plus l'agility, le sport. Après, quand ils sont en appart, je leur dis, par exemple, vous descendez avec votre chat les escaliers, et puis vous remontez avec votre chat les escaliers, par exemple, au moins une fois par jour, ça le fait un peu plus bouger. Si vous pouvez le faire plus souvent, c'est encore mieux. Des fois, on leur conseille aussi de les sortir en harnais. Alors, ça dépend des caractères de chat. Si le chat est hyper stressé, qui veut pas du tout aller dehors, on force pas. Mais voilà, des fois, ça peut être pas mal. Je leur dis d'aller sur les petits parcs pour les enfants. Comme ça, c'est barricadé, il n'y a pas trop de chiens. Et puis d'y aller plutôt le soir quand il n'y a pas trop d'enfants non plus. Voilà. Ils peuvent grimper sur les toboggans, sur les petites aires de jeu. Ça leur fait des petits terrains de jeu sympas. Du coup, pour faire bouger les chats, on conseille d'enrichir leur milieu de vie. Qu'est-ce que tu conseilles en pratique aux propriétaires? Je leur conseille de faire un environnement en 3 dimensions, donc surtout de les autoriser à grimper partout, sur les plans de travail, sur les tables, même s'il y en a qui veulent pas, parce qu'ils trouvent pas ça forcément propre ou voilà, pour d'autres motifs. Mais je leur dis, si vous voulez pas, vous prenez bien un arbre à chat. Alors bon, les arbres à chat, c'est pas toujours très joli non plus dans les petits appartements lyonnais, ils sont pas toujours... Enfin, il y en a maintenant des plus jolis, donc je leur montre des sites où il y en a des un peu plus design, mettre des sortes d'étagères pour que les chats puissent grimper, faire des sortes de petits parcours. Après, souvent dans les appartements lyonnais, comme il y a des grandes hauteurs, il y a des mezzanines, donc ça c'est bien pour le chat. Je trouve qu'il peut grimper quand même un peu les escaliers et puis se mettre en hauteur.
Et puis après, jouer surtout avec le chat, donc prendre son temps, le faire courir avec un laser, des plumeaux, des petites balles. Et puis après on vend aussi des petits jeux où le chat peut jouer tout seul, mais il a du mal à se motiver, hein. Quand il est plus chaton, c'est compliqué quand même quand il est adulte. Donc faut que ça soit au propriétaire de vraiment prendre conscience que le chat a besoin de bouger et que ça soit lui qui le fasse jouer. Ça c'est des fois le plus compliqué dans leurs emplois du temps d'avoir du temps pour le chat. Ça dépend, on en a des qui sont très très motivés, il y en a qui, je pense qu'ils le font pas. Oui, mais c'est notre responsabilité, une fois qu'on a pris un chat et qu'on l'a mis en appartement, après on est la seule personne à pouvoir lui offrir la distraction dont il a besoin. Je leur dis éventuellement de prendre un deuxième chat, alors ça aussi je le dis souvent. Ils me disent oui, mais on sait pas comment il va réagir et tout ça. Et comme on travaille avec des associations qui recherchent des familles d'accueil, je leur dis écoutez, vous pouvez être famille d'accueil pour une association, prenez un petit chat en attendant qu'il soit adopté, puis si ça se passe bien, vous l'adoptez. Elle me dit oui, c'est pas bête. Et il y en a plein qui le font quand même, donc ça je trouve que c'est pas mal comme solution. Et est-ce qu'après, quand ils ont le deuxième chat, ça... Alors ils bougent plus, par contre le problème c'est comment faire attention au bon dosage de croquettes quand ils sont à deux. Alors on leur parle des gamelles qui détectent les puces, là moi je leur dis que c'est la seule solution facile comme ça, on va dire tout de suite. Bon c'est un petit budget, hein, c'est sûr qu'il faut prévoir. Mais ou alors mettre dans la gamelle ludique. Où on a des clients, ils ont construit une table basse. Ils l'ont séparée en deux, ils l'ont cloisonnée et ils ont mis une chatière de chaque côté et ils mettent les gamelles sous la table basse, donc ça se voit pas, et chaque chat rentre se compter avec sa chatière. Mais bon, non, mais je leur dis des fois quand ils veulent pas acheter la gamelle, je leur dis prenez un carton, vous faites un petit trou, ou s'il y a un chaton par exemple et puis un chat obèse, je leur dis vous faites un tout petit trou pour que le chaton aille manger, et mettre les gamelles un peu en hauteur pour que ça le fasse bouger, le faire sauter, le faire descendre, que ça soit plus compliqué que ça soit au ras du sol, quoi. Oui. Faire un Disneyland de la croquette, nous avait dit Sandy. Ouais, c'est pas bête. Merci beaucoup Amélie pour cette interview, c'était très intéressant, on a appris beaucoup de choses. Donc pour celles et ceux qui nous écoutent et qui habitent Lyon et qui souhaitent faire suivre leur chat à la clinique Entre Chats à Lyon, vous pouvez retrouver Amélie et Emmanuel sur la place Louis Pradel. Donc merci beaucoup Amélie et peut-être à une prochaine fois. Aujourd'hui avec Amélie, nous avons appris toutes les astuces pour garder un chat stérilisé sain en appartement. Comme toutes les professionnelles du chat, la Dr Fayeul recommande l'utilisation des gamelles anti-gloutons et autres jouets distributeurs. Mais elle préconise surtout une augmentation de l'activité des chats d'intérieur par le jeu et les sorties. Nous avons découvert l'existence de l'agility pour chat et la possibilité de sortir son chat dans les escaliers de son immeuble ou dans les parcs de jeux pour enfants. Offrir un compagnon à son chat s'il l'accepte peut être aussi une bonne idée pour augmenter son activité. Le plus important est de garder à l'esprit que le chat d'intérieur est dépendant de ses propriétaires pour son activité et sa distraction. Alors, à vos jouets! Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter, le commenter, le partager et surtout vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode. À bientôt!